Les codes pénals congolais prévoient des sanctions pour protéger la société contre les criminels. Il est manifeste que la peine de privation de liberté ou d'emprisonnement est la plus utilisée en République démocratique du Congo. Et pourtant, d'autres alternatives sont aujourd'hui envisagées pour substituer à cette peine. Pourquoi les législateurs congolais a-t-il prévu des sanctions aux auteurs ayant commis une infraction? Si bien qu'il faut condamner, pourquoi la peine doit être la même? Voilà qui fonde les choix du thème « Les sanctions en droit pénal congolais ». Votre magazine de la promotion de vos droits et devoirs aborde cette problématique avec Maître Sébastien Kitenge Kasongo, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Maître Sébastien Kitenge Kasongo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Justicia sur les sanctions en droit congolais. Maître, on entend souvent parler de la peine. De quoi s'agit-il? Merci Christian pour l'invitation. Par le peine, il faut mettre en tête ici que lorsqu'il y a un procès pénal, les juges finissent par condamner une personne. C'est-à-dire, lorsque les faits sont établis, le juge condamne. Lorsque les faits ne sont pas établis, il acquitte la personne. Alors, souvent, il aboutit à la peine. Les peines peuvent s'appeler sanctions ou ça peut s'appeler peine. Donc, en droit congolais, les peines ou la sanction peut se définir comme étant un mal infligé à titre de punition par un juge à quelqu'un qui est censé commettre une infraction. C'est lui qui a commis une infraction. Ce mal que le juge inflige, ça s'appelle peine. Ça peut aussi s'appeler sanction. Vous vous rappelez, Christian, dans les temps anciens, il y avait un système de peine fixe. Il y avait des peines qu'on ne connaissait même pas, les minima et les maxima. Les législateurs sanctionnaient, les juges sanctionnaient comme ça, avec un système de peine fixe dans l'État. C'est avec le code pénal, bien sûr, qu'on a eu un principe de l'égalité de peine qui a normalisé les choses. Mais les peines peuvent avoir des fonctions ainsi que des caractères. Voilà un peu. Alors, quelles sont les fonctions et les caractéristiques de la peine? On peut commencer par les fonctions. Il y a la fonction morale ou rétributrice. Ça veut dire que lorsqu'une personne commet une infraction, il contracte une dette envers la société. C'est-à-dire qu'il doit payer cette dette-là. Tu connais, hein, lorsque vous avez la dette de quelqu'un, vous devez payer la dette. C'est-à-dire quelqu'un qui a commis une infraction a contracté une dette envers la société et doit payer la dette. Ça, c'est la fonction morale ou rétributive de la peine. Il y a aussi une fonction, la fonction de prévention individuelle. Ça veut dire quoi, Christian? Ça veut dire que une personne qui a commis une infraction, on doit le prévenir de ne plus commettre cette infraction-là lorsqu'il est condamné. Alors, moi, j'ai vu dans mon quartier un monsieur qui était condamné à une peine, qui est parti en prison, qui a totalement fait sa prison. Lorsqu'il est rentré de la prison, lorsqu'il est sorti de la prison, je l'ai vu
à côté de l'avenue avec une Bible en train de prêcher. C'est-à-dire, lorsqu'il est allé en prison, il a vu ce qui se passe en prison. Alors, il se donne la lixe de ne plus revenir, de ne plus commettre l'infraction. Ça, c'est la fonction de prévention individuelle de la peine. Il se décide de ne plus commettre l'infraction. Individuellement, il a pris cette décision-là. Il y a une autre fonction chrétienne, c'est la fonction de prévention générale. La prévention générale, c'est en fait une mise en garde. Une mise en garde mise à une société, collectivement à une personne, à un ou plusieurs personnes, de ne plus commettre les infractions. Souvent, il y a un système qui s'était érigé dans la ville de Kinshasa. Les audiences étaient en train d'être tenues publiquement. Lorsqu'il y a une infraction qui est commise dans une commune, à un endroit donné, vous voyez le magistrat descendre sur le lieu et tenir une audience foraine au lieu de la commission de l'infraction. Ça, c'est pour prévenir au public de ne plus commettre les infractions. Ça, c'est la fonction de prévention générale de la peine. Et une autre fonction, c'est la fonction éliminatrice. La seule peine qui remplit cette fonction éliminatrice, c'est la peine de mort. Lorsque quelqu'un est condamné à mort, on lui applique la peine de mort. La peine de mort, vous serez exécuté. Vous serez exécuté. Vous êtes éliminé de la société. Donc, voilà un peu chrétien, les 4 fonctions qui peuvent remplir une peine. J'ai cité, si je peux me résumer, la fonction morale ou rétributive, la fonction de prévention individuelle, la fonction de prévention générale et la fonction éliminatrice. Voilà les 4 fonctions que peut remplir une peine. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Oui, la peine aussi a quelques caractéristiques. La peine doit être légale. Ça veut dire quoi, Christian? Ça veut dire que aucune personne ne peut être condamnée par une peine dont la nature et les tons ne sont pas régis par la loi. Donc, pour être condamné, il faut que la loi prévoie déjà l'infraction bien avant. L'infraction doit être prévue et les taux prévus par la loi. Ça, c'est le principe de l'égalité. Et c'est derrière ce principe-là qui est la base du droit pénal général. Aucun fait, aucune infraction ne peut être appliqué à une personne que si au moment de la commission des faits ou de l'infraction, une loi les prévoyait déjà. Si une loi ne prévoit pas, cette infraction ou cette peine ne peut pas être appliquée à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le caractère légal de la peine. Il y a le caractère égal de la peine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et la peine doit être appliquée de la même manière. Il n'y a pas une peine pour les pauvres et il n'y a pas une peine pour les riches. Une seule peine peut être appliquée à tous les Congolais. Ça, c'est le caractère égal de la loi.
ici, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas un distinguo à faire. Quand il faut appliquer la peine qu'il faut appliquer aux riches, c'est la seule peine qu'on doit appliquer aux pauvres. Ça, c'est la fonction d'égalité de la peine. Il y a également la fonction de la personnalité de la peine. La peine doit être personnelle, Christian. Lorsque vous commettez une infraction, on ne peut pas faire condamner votre père. On ne peut pas condamner votre mère. Vous devez répondre individuellement, personnellement. C'est vous, la personne qui a commis l'infraction, qui doit répondre. Ce n'est pas ton père ou ta mère, non. Ça, c'est le caractère individuel, le caractère personnel de la peine. Et le quatrième caractère, la peine doit respecter la dignité humaine. Vous vous rappelez, notre pays a adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui interdit la torture, les pratiques cruelles et inhumaines. Il y a beaucoup d'instruments internationaux qui interdisent le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce sont des instruments internationaux qui interdisent des pratiques cruelles et inhumaines aux personnes condamnées. Quand bien même que la personne est condamnée, il faut respecter sa dignité humaine. Il ne faut pas lui appliquer la torture, il ne faut pas lui appliquer n'importe quoi. Donc ça, c'est le caractère personnel de la peine. Pourquoi le législateur congolais a-t-il prévu des sanctions dans les codes pénals? Non, c'est pour ne pas laisser des crimes impunis. Puisque dans les anciennes époques, il y avait ce qu'on appelait les codes d'Hammurabi. Œil pour œil, dent pour dent. Quand vous venez avec un couteau, vous me mettez, moi aussi je prends le couteau, je mets. Maintenant, pour pallier à tout ça, avec le principe de l'égalité que je venais de vous dire, maintenant, c'est le retour à la légalité. Donc, pour être puni, on se réfère à la loi. Donc, en fait, c'est pour ne pas laisser des crimes, impunis. Tout crime qui doit se commettre doit être sanctionné. Quelle est la nomenclature de la peine? La peine la plus difficile, grave, c'est d'abord la peine de mort. Il y a la peine de mort. Alors, cette peine, généralement, la peine de mort est exécutée dans la prison. Mais au Congo, dans notre arsenal juridique, en République démocratique du Congo, il y a une tendance qui est pour la peine de mort. Donc, les rétentionnistes. Il y a une doctrine qui voudrait que la peine de mort soit appliquée à des condamnés à mort. Et ces gens-là donnent les raisons. Ils disent que non, quand un criminel, quand il y a quelqu'un qui commet des infractions graves, quand il est exécuté, la peine de mort concourt à son élimination. C'est-à-dire cette personne-là est éliminée de la société, on ne le voit plus. Ça, c'est la thèse des rétentionnistes. Mais il y a aussi une thèse des abolitionnistes. Les abolitionnistes, ils disent que non, cette peine n'est pas nécessaire. Ça, c'est en République démocratique du Congo. Et ils donnent les raisons. À part la peine de mort, il y a la peine des travaux forcés. Les travaux forcés, généralement, c'est une peine, le juge prononce cette peine aux personnes qui ont détourné les deniers publics. Alors, les personnes qui détournent les deniers publics, les juges prononcent les travaux forcés. Je parlais des travaux forcés. Deuxième peine. Alors, quel argumentaire? Parce qu'il y en a qui sont pour la peine de travaux forcés. Pour l'État congolais, pour l'État, j'ai dit,
Cette peine permet à l'État congolais, de récupérer les fonds détournés. Pour ceux qui adhèrent à la peine et qui sont pour la peine des travaux forcés. Mais il y a une tendance qui est aussi contre la peine des travaux forcés. Puisqu'il y a un inconvénient dans cette peine-là. Une personne condamnée à des travaux forcés, on lui a joint une peine, la peine de confiscation générale. Alors, cette peine, c'est une peine qui a atteint même les biens des membres de sa famille qui n'ont pas commis l'infraction de détournement. Tu vois, ça c'est pour la tendance de ceux qui donnent l'inconvénient de cette peine-là. C'est une peine qui atteint même le patrimoine, ça peut atteindre même le patrimoine des membres de ta famille. Mais pourquoi? Celui qui est condamné, c'est toi. Celui qui est condamné, c'est toi. Mais on a joint à cette peine des travaux forcés la confiscation générale. Lorsque la personne est condamnée à peine de travaux forcés, on condamne aussi à la confiscation de ses biens ainsi qu'aux biens des membres de sa famille. Mais pourquoi? Ah voilà, donc cette peine-là viole un principe que je venais de vous dire tout à l'heure, là, le principe, les caractères personnels, des caractères personnels de la peine. Voilà. La troisième peine, c'est la peine de servitude pénale. La servitude pénale, pratiquement, c'est l'emprisonnement. Une personne qui est condamnée à la peine de servitude pénale va en prison à pirer sa peine en prison. Alors, la servitude pénale est de deux manières. Il y a la servitude pénale à perpétuité et la servitude pénale à temps. Donc, la servitude pénale à perpétuité, ça dit, toi, ta vie, tu vas demeurer en prison. Quand tu es condamné à la servitude pénale à perpétuité, toute ta vie, toi, tu vas demeurer en prison. Mais quand tu es condamné à la servitude pénale à temps, donc si tu es condamné soit de 1 à 20 ans de servitude pénale. Mais cette peine a des nuances. Cette peine de servitude pénale peut remplacer la peine de mort. Lorsqu'elle est condamnée à mort, lors de sa condamnation, on a admis les circonstances atténuantes. Tu es condamné à mort, avec admission des circonstances atténuantes, la peine de servitude pénale remplace la peine de mort. Alors, cette peine peut également remplacer la peine d'amende. Lorsque vous avez dépassé les délais légaux pour payer l'amende, vous êtes condamné à payer telle somme d'amende à tel délai. Lorsque vous dépassez ces délais-là, sans payer, la peine de servitude pénale remplace également la peine d'amende. Donc, dans ces cas-là, la peine de servitude pénale s'appellera servitude pénale subsidiaire. Voyez un peu? Non, ça s'appellera servitude pénale subsidiaire. Alors, la quatrième peine, c'est l'amende. L'amende, c'est une somme d'argent qu'une personne condamnée va verser au trésor public. Mais il y en a qui disent que c'est quand même une meilleure peine par rapport à l'emprisonnement, par rapport aux travaux forcés, par rapport à la peine de mort. Pourquoi? Puisque l'amende vous permet de ne pas perturber l'ordre de votre famille et de ne pas aussi perturber votre travail. Dès que vous payez une somme d'argent, vous êtes chez vous à la maison. Vous pouvez aller demain au service. Mais il y a un problème. L'amende doit être adaptée à votre fortune. Et le deuxième problème, c'est l'exécution. C'est l'exécution de la peine d'amende.
l'adaptation aux fortunes des condamnés. L'amende doit être adaptée à la fortune des condamnés. Une peine d'amende qu'on peut infliger à un pauvre, ça ne peut pas être la même que celle qu'on peut infliger à une personne riche. L'amende doit être adaptée à la fortune du condamné. Si je suis pauvre, on voit de quelle manière on peut condamner le pauvre. Si c'est un riche, on voit de quelle manière on va condamner les riches. Il n'y a pas une tarification par rapport aux amendes légales. Non, c'est selon la tête de quelqu'un. Puisque quand tu es arrêté, on connaît ta fortune, on connaît ton patrimoine. On connaît ta fortune et ton patrimoine. Alors, la peine d'amende doit être adaptée à la fortune du condamné. Les pauvres, on doit savoir comment les condamner. Les riches également, on doit savoir comment les condamner. Le deuxième problème que cette peine d'amende pose, c'est l'exécution de la peine d'amende. Plusieurs personnes qui sont condamnées, jusqu'à ce jour, on n'a jamais exécuté leur jugement. On trouve inopportun de poursuivre l'exécution de l'amende. Mais là, la faute incombe au ministère public. Non, ça incombe l'exécution des jugements dans notre pays. Pose problème, Christian. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné le jugement jusqu'à présent qui ne sont pas exécutés. L'exécution des jugements pose problème. Mais c'est au ministère public d'exécuter ces jugements. Bien sûr. Pourquoi il ne les fait pas? Bien sûr, comme vous le dites. Donc, c'est ça. Alors, en cinquième position, il y a la confiscation générale. La confiscation générale, je l'ai dit ici, en fait, c'est une peine complémentaire. C'est-à-dire, après avoir, c'est souvent en matière de travaux forcés. Lorsque une personne est condamnée à la peine de travaux forcés, on lui adjoint d'une manière complémentaire la confiscation générale de ses biens. D'ailleurs, on venait de parler sur la confiscation générale de biens. Que cette peine viole le caractère personnel, ça viole le caractère personnel de la peine, qui voudrait que la peine soit seulement personnelle, individuelle. Mais lorsque vous avez détourné et qu'on vous applique la peine de travaux forcés, on vous adjoint la peine de confiscation générale. Et cette confiscation générale atteint même le bien des membres de votre famille. Donc, on venait de le dire ici que ça viole le principe de l'égalité de peine. Voilà un peu la nomenclature de peine qu'on peut donner jusque-là. Quand est-ce qu'il y a prescription de l'action publique? L'action publique peut se prescrire en une année, en 3 ans et en 10 ans. En une année, c'est pour les infractions qui sont punissables moins de 2 ans, de 1 à 2 ans de servitude pénale. Ces infractions se prescrivent en une année. Pour les infractions, Quelle infraction? Il y a beaucoup d'infractions. Coups et blessures volontaires, les infractions des coups et blessures volontaires, lorsque vous avez blessé quelqu'un, c'est de 1 à 2 ans de servitude pénale. Ça se prescrit en une année. En une année, il y a prescription de l'action publique. Pour les infractions qui sont punissables de 5 ans de servitude pénale, ces infractions se prescrivent en 3 ans. Ça se prescrive en 3 ans. C'est le cas de faux usage de faux. Ça se prescrive dans 3 ans. Mais s'il y a eu les actes d'usage, vous pouvez commettre l'infraction en 2015 et que vous usez en 2020. Dans ces cas-là, on va compter la dernière date d'usage. Par exemple, l'usage, c'est une infraction continue. Au lieu qu'on compte en 2015, on va commencer à compter en 2020. Dans ces cas-là, la prescription de l'action publique est de 3 ans.
Ça c'est prescrit en 3 ans. Une autre prescription, c'est pour les infractions punissables de 5 ans au-delà. De 5 ans au-delà, ça se prescrit dans 10 ans. Hein? Voilà un peu comment l'action publique se prescrit. Maintenant, tu m'as posé ici la question de savoir la prescription des peines. Les peines, c'est-à-dire, après un laps de temps, vous êtes condamné. Après un laps de temps, la condamnation s'éteint. Après un laps de temps. Alors là, on a regroupé le peine à 2 ans. À 2 ans de certitude pénale pour le peine punissable, les peines d'amende punissables de 5 000 zaïrs. 5 000 zaïrs. Ça c'est prescrit dans 2 ans. Ça c'est la prescription de peine. Dans 4 ans, pour le peine punissable de 5 zaïrs au-delà. Hein? De 5 000 zaïrs, je voulais dire. De 5 000 zaïrs au-delà, ces peines-là, ça se prescrit dans 4 ans. Donc 2 ans, 4 ans, pour ce que je viens de dire. Et les doubles de ce peine-là, c'est pour la certitude pénale. Quand vous êtes condamné à la certitude pénale, on prend les doubles de ce peine-là et les infractions se prescrivent dans ces doubles. La peine de mort est imprescriptible. Elle ne se prescrit, non, elle est imprescriptible. Il ne faut pas croire quand vous avez tué quelqu'un qu'il y aura une prescription de peine. Non. Ça ne se prescrit pas. C'est imprescriptible. L'amnistie, la grâce présidentielle et les libertés conditionnelles sont-elles souhaitables? Oui. Ils sont souhaitables. Ils sont souhaitables, Christian. À quelles conditions? Il y a des causes qui suspendent la peine. Une personne condamnée peut se voir sa peine suspendue. Suspendue par la libération conditionnelle. Et dans ces cas-là, il faut avoir exécuté l'écart de la peine. C'est-à-dire, une personne est condamnée. Il est condamné, par exemple, à 8 ans de certitude pénale. Mais il s'est bien comporté. Il s'est bien comporté. Et on veut les libérer conditionnellement. Dans ces cas-là, c'est le ministre de la Justice à qui on s'adresse, qui va examiner son dossier, qui verra à quel taux il est condamné. Je prends le cas de 8 ans. S'il est condamné à 8 ans de certitude pénale, on va voir s'il a déjà apuré un quart de sa peine. Par exemple, 8 ans, il faut avoir apuré 2 ans. 2 ans. Dans ces cas-là, on peut libérer sous condition cette personne-là. Ça veut dire, le reste de 6 ans, il va sortir, il sera observé dehors. Qui va l'observer? Toujours le ministre de la Justice. Parce que Il est à la disposition du ministre de la Justice. Il est à la disposition du ministre de la Justice, raison pour laquelle nous avons plusieurs condamnés qui sont dehors et qui commettent les mêmes bêtises. Oui, pendant ces temps, si vous commettez une autre infraction, on vous retourne en prison. Mais ils sont suivis par qui? Par le ministre de la Justice. Le ministre suit vraiment les dossiers de chaque individu. Effectivement, ça c'est la loi, c'est ça la loi qui lui dit. La loi dit ça. La loi dit ça, mais sur le terrain, on ne sait absolument rien. Oui, c'est ça. La loi dit ça. Ça, c'est la libération conditionnelle. C'est-à-dire, c'est une cause de suspension de la peine. Le fait de libérer conditionnellement un condamné. Alors, la grâce également suspend la peine. La grâce, cette fois-ci, c'est le président de la République. Le président de la République va prendre un acte qui va gracier une personne condamnée. Et, Christian, lorsque vous êtes condamné, il y a des nuances à faire là-bas. La condamnation va rester dans votre casier judiciaire. Quand on va commuer la peine, c'est-à-dire retirer, si vous étiez condamné à mort,
on va commuer la peine à la peine de certitude pénale et la condamnation reste dans votre casier judiciaire. Ça fait obstacle, ça va faire obstacle à l'octroi du sursis. Vous voyez, ça c'est la grâce qui est aussi une cause de suspension de la peine, comme la libération conditionnelle. C'est-à-dire, une personne condamnée peut se voir soit par la libération conditionnelle, sortir de la prison, commencer sa peine à partir de chez lui à la maison, par la libération conditionnelle. Mais moyennant les conditions que je venais d'expliquer. Et par la grâce également, le président de la République peut gracier une personne qui était définitivement condamnée, mais dans son casier judiciaire, on va inscrire cette condamnation. Et ça fera obstacle à l'octroi du sursis. Ça, ce sont les causes qui suspendent la peine. Une personne condamnée peut se voir ces causes suspendre la peine. Il y a des causes qui peuvent effacer la peine, éteindre définitivement la peine. C'est l'amnistie, par exemple. Une personne amnistiée, c'est différent de la grâce et de la libération conditionnelle. L'amnistie éteint définitivement la condamnation. Même si quelqu'un qui a tué. Oui, même quelqu'un qui a tué. Mais il faut une loi d'amnistie. C'est une procédure qui va au Parlement, ça intervient là-bas au Parlement. Et il y a une loi d'amnistie qui sera votée par le Parlement. Et définitivement, la peine est effacée, la peine est éteinte. Même son casier judiciaire. Même dans le casier judiciaire, une personne amnistiée, il n'y en a pas. Voilà la différence entre l'amnistie, la grâce et la libération conditionnelle. En guise de conclusion, que pouvons-nous retenir des sanctions en droit congolais? Christian, il faut retenir que en droit congolais réellement, il y a un code pénal qui sanctionne réellement. Puisque souvent, il y en a qui disent « Oh non, on a beaucoup de lois exatées. Yo moto bon samboka oyo. Oh justice exatée. » Non, la justice est là. Commets seulement une infraction, hein? Tu sauras que la justice est là. On va t'appliquer la loi. Vous voyez souvent, hein, la justice militaire, souvent c'est la justice militaire qui organise des audiences à la cité, des audiences publiques à la cité. Ça, c'est une fonction de prévention générale. C'est pour dire au public, vous voyez que voilà, ça c'est mauvais. Si vous commettez, si vous tuez, vous serez sanctionné et vous allez aller en prison. Ce n'est que de cette manière-là qu'on peut procéder. Alors, ce que nous pouvons retenir, c'est que la sanction en droit congolais est fondée sur le principe de l'égalité des délits et de peines. Le principe nullum crimen nulla poena sine lege. C'est-à-dire, aucune personne ne peut être condamnée par des faits ou une infraction qui n'était pas prévue au moment de la commission de l'infraction. C'est-à-dire, lorsque vous avez commis une infraction, les juges ne peuvent appliquer qu'une infraction ou une peine préalablement prévue par la loi. Si ce n'est pas prévu par la loi, on ne peut pas vous appliquer. C'est ce principe de base-là qui gouverne jusqu'à présent notre code pénal. Voilà un peu, Christian, ce que je peux vous dire sur ce thème. Justicia, pour tout savoir sur les droits.